Bien. Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue à toutes et tous, que vous soyez ici physiquement à nos côtés ou présents à nos côtés en ligne pour cette conférence débat qui vient clôturer ces troisièmes rencontres pour l'égalité que nous organisons désormais chaque année dans le cadre des projets Chemin de la République. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir François Dubé, qui est sociologue, qui est ancien directeur d'études à la Haute École d'études en sciences sociales et à l'Université de Bordeaux notamment, mais je pense qu'il se présentera mieux que je ne pourrais le faire. Nous avons également à nos côtés Sarah Barrière, qui est coprésidente de l'association AVEC, qui nous apportera un témoignage avec Yamina Aïssa Abdi de l'association Isar Attitude sur les réalités du Covid dans les quartiers et notamment dans les quartiers toulousains. Alors, cette soirée elle vient clôturer une semaine d'action qui concrétise notre détermination à informer, à mobiliser et à s'engager davantage et plus encore vers plus d'égalité. C'est un rendez-vous qui est nécessaire car aujourd'hui nous avons beaucoup à faire ensemble. Vous avez pu le constater pour celles et ceux qui ont participé à l'ensemble des rencontres sur la semaine. Et je vous remercie toutes et tous pour votre participation. Vous avez été nombreuses et nombreux à nos côtés et pour cela je vous en remercie. Alors ce soir c'est une conférence qui vient clôturer une semaine avec une question, une problématique que nous posons. Le Covid comme accélérateur des inégalités. Car oui, les exigences du réel sont là, devant nous. La crise sanitaire qui engendre un tsunami économique et social, une urgence environnementale, une résurgence des fondamentalismes, plus fortement peut-être encore que la crise des Gilets jaunes, la crise du Covid, nous révèle aujourd'hui toutes les impasses de la mondialisation dite heureuse. La pauvreté bondit en France, livrant à l'isolement social et à la précarisation une grande partie de nos concitoyens vulnérables, exclus ou malades. Plus de 3 millions de Français bénéficient désormais de l'aide alimentaire. En Haute-Garonne, nous avons mis en place un dispositif unique, un dispositif de bons solidaires pour permettre l'achat de denrées de première nécessité. Et ce sont plus de 50 000 bénéficiaires qui bénéficient de ce dispositif. C'est dire si la précarité touche notre société. Les jeunes, dont nous avons beaucoup parlé hier à l'occasion de cette table ronde sur l'égalité femmes-hommes avec ces jeunes engagés, figurent également parmi les plus durement touchés par la crise du Covid. Que ce soit la hausse du chômage, le bouleversement de leur scolarité ou de leur parcours de formation, l'isolement du confinement qui est difficile à vivre, mais également dans leur aspiration, leur ambition et leur espoir pour assurer l'avenir. Alors vous le constatez, le Covid devient finalement un virus clivant, un virus qui divise, un virus qui oppose même les individus avec à la clé l'aggravation notamment de la question de l'emploi féminin, l'aggravation des violences conjugales, l'aggravation des discriminations et des violences enfermées dans des lieux clos et aussi un risque de délitement du lien intergénérationnel. Cette crise fragilise donc le lien social et elle met crûment en lumière les effets pervers du néolibéralisme. En responsabilité, et quelles que soient les circonstances, nous, conseil départemental, combattons cette vision d'un monde prisonnier des lois du marché, où les riches deviennent plus riches et les pauvres plus pauvres, et où le repli sur soi tend à devenir la norme. L'épreuve collective de cette pandémie bouscule donc nos repères, mais elle nous fait aussi mieux voir nos valeurs et ce à quoi nous tenons, notre rapport à la nature, nos exigences d'une solidarité digne et généreuse, nos convictions républicaines face aux discours de haine et au communautarisme. Elle montre, cette crise, combien nous avons encore une fois besoin d'une action publique forte. Alors je ne m'étendrai pas plus sur les dispositifs qu'a pu mettre en œuvre le conseil départemental dans cette période. Nous sommes dans une période qui est une période préélectorale, qui est une période de réserve. Mais néanmoins, vous savez que l'engagement qui a été le nôtre a été de vouloir répondre par des mesures immédiates, concrètes, par des dispositifs flexibles et accessibles à ceux qui en avaient le plus besoin pour essayer de jouer ce rôle d'amortisseur de la crise et de mettre en œuvre des dispositifs pour lutter contre la précarité. Alors ce soir, nous allons pouvoir aborder les questions que nous avons eues pendant la semaine, mais également faire un pas de côté, reculer et regarder la situation et regarder comment le Covid impacte notre société. Avant de laisser la parole à nos deux témoins et à notre intervenant du jour, je voudrais simplement profiter de ce moment pour également
j'ai remercié les spectateurs, mais remercier toutes les équipes qui ont participé et qui ont rendu possible ces rencontres pour l'égalité. Ils et elles se reconnaîtront. Ils sont nombreuses et nombreux à avoir agi, à avoir travaillé sur ces rencontres. Et pour tout le travail qui a été engagé, je les en remercie. Et je laisse donc la place à Jean-Luc et au débat. Merci Vincent Gibert pour ce propos d'introduction. Bonsoir à toutes et à tous pour cette nouvelle soirée débat au Conseil départemental sur les chemins de la République. Je vais prendre le temps, comme pour les précédentes, de donner quelques indications. Une tournure un peu particulière pour les rencontres pour l'égalité cette année, puisque évidemment nous sommes en visio, comme on dit désormais. C'est un mot qui est rentré dans le vocabulaire commun. Il nous manque très fortement un public en face de nous, mais nous savons que vous êtes derrière vos écrans. L'interactivité est rendue possible par la technologie, puisque juste en face de nous, nous avons Hugues et Nathalie qui, avec une grande fidélité depuis lundi, suivent le chat sur vos écrans en dessous. Vous avez la possibilité de vous inscrire avec votre adresse mail et de réagir ou de poser des questions auxquelles nos invités essaieront de répondre à la fin de nos échanges. L'interactivité également nous permet de compenser le manque d'exposition. Pour ceux qui suivent les chemins de la République, vous savez que nous avons l'habitude d'agrémenter, de compléter les débats par de nombreuses expositions que nous montons avec nos partenaires associatifs. Cette année, évidemment, elles sont virtuelles, donc expositions et vidéos. Donc, à l'appui de la soirée de ce soir, vous avez une première vidéo qui est mise en ligne par le Musée départemental de la résistance et de la déportation. Vous trouvez tout cela sur cd31.net/égalité, cd31.net/égalité. Donc une vidéo, l'abbé Pierre, de la Seconde Guerre mondiale aux années 2020. Et pour toute la semaine, une série de vidéos sur la liberté d'expression, droit souvent remis en question, et qui est également proposée par le musée départemental de la résistance et de la déportation. Pour en venir à notre sujet, Vincent a présenté le Covid accélérateur des inégalités. Le quotidien des Français a été percuté il y a un an maintenant, presque jour pour jour, par le séisme d'une pandémie inédite qui est venue se superposer à une situation sociale où les inégalités et les fragilités semblent s'être profondément creusées ces dernières années. Nous aurons les éclairages de François Dubé dans quelques instants. Cette crise que nous traversons à l'heure actuelle est sanitaire, bien sûr, mais également économique et sociale. Les longues files d'attente devant les points de distribution d'aide alimentaire, les chiffres que nous a rappelé Vincent Gibert il y a quelques instants, le bilan des acteurs associatifs également confirme le confinement fait basculer une partie de la population dans la précarité, la fragilité, et les inégalités semblent ressurgir au grand jour et peut-être changent-elles de visage. L'ensemble de notre système social, en tout cas, est mis au défi. Pour éclairer ces questions, nous accueillons Sarah Barrière, qui est membre de l'association Action pour vaincre l'exclusion des citoyens et qui va prendre la parole dans quelques instants. Juste à côté d'elle, Yamina Aïssa Abdi de l'association Isar Attitude. Donc bonsoir Sarah, bonsoir Yamina et merci d'être avec nous. Je vais prendre le temps de présenter François Dubé. Je ne sais pas si c'est un exercice nécessaire puisque François Dubé est très connu. François Dubé, vous êtes né à Périgueux, tout comme moi, nous avons au moins un point commun. Vous êtes sociologue, ex-directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales. Vous étiez professeur émérite à l'université Bordeaux 2 jusqu'à votre retraite. Vous êtes membre du Centre d'analyse et d'intervention sociologique, le CADIS. Vous faites partie de l'école doctorale Sciences sociales, Société, Santé et Décision. Vous êtes depuis 2011, vous avez reçu le titre de docteur honoris causa de l'Université de Montréal.
Et vous êtes considéré comme un des principaux sociologues français. Je ne fais ici qu'une toute petite partie de votre curriculum vitae. Vous êtes quelqu'un de très actif. Et s'attaquer à votre bibliographie est un défi au vu du nombre. Est-ce que vous en avez le compte vous-même d'ailleurs d'ouvrages que vous avez publiés, dont vous êtes l'auteur? Alors, j'en ai sélectionné de manière très sélective quelques-uns. La galère, jeune en survie, en 1992, le déclin de l'institution en 2002 au Seuil, les inégalités multipliées aux éditions de l'Aube. Je vais m'arrêter ici et votre bibliographie sera accessible aux auditeurs, aux spectateurs, sur le site du Conseil départemental de Haute-Garonne. Vous avez un champ de recherche assez large qu'on pourrait peut-être résumer, si vous êtes d'accord avec cela, si ça vous semble juste, en disant que vous êtes l'auteur d'études consacrées à la marginalité juvénile, à l'école, aux inégalités et aux institutions. Vous auscultez depuis très longtemps la société française et ses inégalités, et vous apparaissez peut-être plutôt comme quelqu'un qui cherche à nous réconcilier les uns avec les autres. Vous avez entre autres publié Ce qui nous unit aux éditions du Seuil il y a quelques années. Et en 2016, vous disiez il faut réécrire le récit national en faisant en sorte que les individus discriminés soient pleinement nos compatriotes. Voilà pour cette présentation. Merci d'être avec nous. Et avant d'échanger avec François Dubé, je vais me tourner vers Sarah Barrière de Action pour vaincre l'exclusion des citoyens. Sarah et Yamina, quel constat avez-vous pu porter sur l'impact de la crise sanitaire sans précédent que nous traversons au sein des quartiers? Alors tout d'abord, merci de nous accueillir. Merci au Conseil départemental pour leur soutien et notre collaboration depuis 2018 déjà. Donc l'association avec Action pour vaincre l'exclusion de citoyens est une association qui a été créée en 2015, qui a ses locaux à Ampalo, quartier dit populaire, et on intervient majoritairement principalement dans beaucoup de quartiers populaires de Toulouse. Et pendant le confinement et après, nous on a constaté vraiment beaucoup de difficultés ou d'impossibilités de trouver un emploi, que ce soit des CDD non renouvelés, des difficultés parce que beaucoup d'entreprises fermées, etc. Une précarité alimentaire qui s'est accrue, vous en avez parlé. Beaucoup d'isolement, manque de lien social, et nous, c'est notre cœur de métier, et comment faire du lien social en temps de distanciation sociale, c'est le grand défi auquel on est tous confrontés. Des difficultés dans le suivi éducatif, beaucoup d'inégalités, on pourra en reparler par rapport à cette dimension-là dans les familles. Manque d'équipement, parfois manque de connaissances, ça dépend des parents. Manque d'activités culturelles, d'ouverture pédagogique, etc. On a beaucoup ressenti ça, parce que nous, on a pris le parti, en fait, comme à notre habitude, d'aller vers les habitants, de faire du porte-à-porte, de la déambulation publique. Et c'est tous ces constats-là qui ont été mis en exergue. Des espaces aussi, une inégalité face aux espaces, parfois trop petits, parfois inconfortables pour travailler, pour étudier, tout ça quand on est très nombreux dans un petit espace. L'incertitude de l'avenir aussi, beaucoup de questionnements, et des difficultés dans la forte dématérialisation, puisqu'on n'a pas tous accès de la même façon au numérique. Donc voilà à peu près pour les inégalités qu'on a pu constater. D'accord, merci pour ce regard, et je pense que François Dubé va pouvoir y revenir. Yamina et Saebdi, Isar Attitude, autre association implantée dans un quartier populaire, pour reprendre le terme qu'employait Sarah. Même question en ce qui vous concerne, quel constat vous avez pu porter sur l'impact de cette crise du Covid sur les habitants du quartier? Bonsoir tout le monde. Nous, alors, on est une association d'habitants créée en octobre 2013. Nous avons un tout petit local aux Isards, quartier populaire aussi de la ville et quartier prioritaire. Et donc, on essaye beaucoup de créer du lien social, parce que le lien social a été perdu suite à la rénovation urbaine. Donc, c'est notre cœur de travail aussi. Donc, les inégalités, c'était que... alors, le confinement, les habitants ont respecté le confinement, ça c'est ce qu'on a pu remarquer. Et nous, ce qu'on a essayé de mettre en place, c'est des initiatives solidaires par les habitants et pour les habitants du quartier d'ailleurs. Voilà.
Fracture numérique aussi. Quel type d'action, par exemple Alors, ce qu'on a pu mettre en place, c'est des repas solidaires. Donc, il y avait aussi le kebab du quartier qui était fermé. Du coup, on a proposé des repas solidaires pour des habitants d'ici et de toute Toulouse, en fait. Voilà, on a pu servir près de 1800 repas en 3 semaines avec une autre association, J7. Fracture numérique aussi. Il y a la fracture numérique, il y a aussi l'accompagnement des enfants, parce que des familles défavorisées et beaucoup d'enfants et des logements trop exigus aussi. Donc, travailler dans ces conditions aussi, c'est très compliqué. Nous, on avait monté un projet d'aide aux devoirs en janvier, qui s'est arrêté en mars et qui a repris en mai au centre social, du coup, parce qu'on n'a toujours pas de locaux. Il a fallu attendre que le centre social rouvre ses portes pour que nous puissions exercer. Et ce qu'on a pu remarquer aussi, c'est qu'on a retrouvé des enfants qui étaient déjà en surpoids et qui beaucoup de lacunes sur les devoirs et tout ça. Donc c'est l'accompagnement. Il y a la fracture numérique et il y a l'accompagnement. Même si les enfants n'avaient pas d'ordinateur, ils ont pu en avoir, mais manquait l'accompagnement, tout ça. Et on a remarqué aussi que les enfants ne retournaient pas à l'école et préféraient venir à l'aide aux devoirs. Et quand on a creusé, on s'est rendu compte que la plupart des devoirs n'étaient pas faits et les lacunes se sont accentuées, bien sûr. D'accord. Sarah, quel type de solidarité sont mises en place sur le quartier sur lequel vous intervenez, soit par les habitants, mais soit également à l'initiative de AVEC? Oui, alors nous, on a, notamment pendant le confinement, on a essayé de maintenir le lien social par téléphone, donc c'est voilà, une autre forme de lien social. Après, comme je le disais, par des actions d'aller vers, de porte-à-porte, etc., on a essayé de recueillir les besoins des habitants et on s'est concentré sur 3 thèmes: la précarité alimentaire, l'isolement et l'ouverture pédagogique et culturelle. Donc tout d'abord, on a mis en place une distribution alimentaire au pied levé, puisque c'est quelque chose qu'on n'avait jamais mis en place. Mais là aussi, il se trouve qu'une association qui était dans le quartier d'Ampalo a dû momentanément fermer ses portes car beaucoup de personnes âgées. Donc on s'est organisé vraiment au pied levé et on a quand même, dans un premier temps, pour une première distribution qui a duré de mai à août, fait bénéficier 31 familles, donc 106 personnes. Et on a recommencé à la fin de l'année, suite au deuxième confinement, où là, en fait, on a fait bénéficier 45 familles, 162 personnes. Donc on a mis ça en place. On a organisé aussi des temps de discussion pour individuels, en fait, avec distanciation, etc., bien sûr, et en extérieur, pour parler des parcours de vie, pour valoriser les personnes, parce qu'il y avait aussi ce manque, cette mauvaise image de soi, cette perte de confiance en soi, donc pour essayer de valoriser tout ça, et pour sortir de l'isolement, parce que vraiment, comme je l'ai dit, il y avait ce grand besoin. On a fait aussi des activités pédagogiques et culturelles avec des enfants, donc là aussi en individuel, par rapport à tout notre projet qui habituellement, on a un gros projet qui s'appelle la Bibliothèque Vivante, qui met en avant des parcours d'habitants des quartiers populaires notamment, pour lutter contre les préjugés. Et là, on se retrouvait avec la problématique de l'espace public, du regroupement de personnes. Donc on s'est réinventé vraiment au pied levé, c'était un peu la page blanche. Il a fallu gérer tout ça. Et aussi, on travaille actuellement pour l'inclusion numérique et on a un parcours d'accompagnement personnalisé pour toute la dématérialisation qui bénéficie à notamment 14 familles d'Ampalo et du quartier populaire aussi sous Petard-la-Gloire. Donc voilà, bon, c'est vrai qu'après, la lutte contre les inégalités chez nous et même chez Isère Attitude, c'est toute l'année, hein. Mais voilà, nos actions sont d'autant plus renforcées dans ce sens-là. D'accord. Vous vouliez compléter, Yamina? Ouais, nous, ce sont les habitants qui se sont mobilisés. Ce sont des femmes du quartier qui ont cuisiné pour d'autres personnes et qui ont trouvé un sens. Et ça leur a fait du bien. C'est des familles qui sont défavorisées aussi, mais qui ont voulu participer et qui, du coup, le champ était libre. Donc, elles se sont mobilisées, elles ont occupé l'espace et elles ont fait ce qu'elles avaient à faire.
Alors merci à toutes les deux. On vous retrouve à la fin de cet échange. Je vais me tourner maintenant vers François Dubé. Après cette vision, cette expérience de la situation de terrain, on va dire, la première question que j'aurais envie de vous poser, c'est François Dubé, comment se produisent et se reproduisent les inégalités dans une société qui généralement les refuse? Quelle définition peut-être des inégalités et des discriminations? Quelle est la définition de inégalité et de discrimination? Alors je vais faire le prof pendant une seconde, si vous permettez. Avec grand plaisir. Une inégalité, c'est une inégalité de position. Je suis riche, je suis pauvre, je suis qualifié, je ne suis pas qualifié, je vis dans le centre, à la périphérie. C'est comme ça, les inégalités, c'est les positions qu'occupent les individus. Et les discriminations, c'est un peu autre chose. Les discriminations, c'est le fait qu'on ne va pas être traité de manière équitable en fonction de ce que l'on est. Par exemple, une femme ayant le même diplôme qu'un homme aura à la fin un salaire plus faible parce qu'elle va être discriminée, autodiscriminée. Par exemple, mon patronyme et mes origines font que mes chances d'accéder à l'emploi, toutes choses égales par ailleurs, sont plus faibles, etc. Ce qui fait que les discriminations, ça concerne l'individu, et les inégalités, ça concerne la position qu'occupe un individu. Alors, tout ça a l'air un peu abstrait, mais ça ne l'est pas. Pourquoi ? Parce que si vous regardez la société française jusqu'il y a 30 ans, pour l'essentiel, on ne voit que des inégalités. C'est-à-dire que on dit il y a les riches, il y a les pauvres, il y a les ouvriers, il y a les paysans, il y a les professions libérales. Et la justice sociale, au fond, c'est de réduire les inégalités entre les positions sociales. Bon, voilà. C'est ce qu'on appelle le socialisme, la social-démocratie. Voilà, on est dans ce monde. Depuis 20 ans, ça a pas mal changé parce qu'on est tenté de dire non, les inégalités, c'est les discriminations, c'est-à-dire l'inégalité des chances d'accéder à des positions inégales. Des positions inégales. Bon. Et donc, là où vous aviez des gros blocs d'égalité, les travailleurs, les bourgeois, etc., là, vous avez plutôt des individus. Donc, chacun dit « je suis inégal en tant que ». Moi, j'ai fait beaucoup d'enquêtes où vous interrogez une femme cadre, par exemple, elle vous dit en termes social, ça va. Mais en tant que femme, je suis inégal. Je vis à la campagne, c'est pas mal. Mais en tant que vivant à la campagne, j'ai un problème d'accès aux services publics, etc., etc. Ce qui fait que, bien sûr, ce qui a été dit est vrai, le Covid, ça a creusé des inégalités qui étaient déjà là. Les précaires sont plus précaires. Les familles qu'on appelle monoparentales, qui étaient déjà très pauvres, sont encore plus pauvres. Enfin, bon, bien sûr. Mais je ne devrais pas dire ça. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, de mon point de vue, alors évidemment, c'est très embêtant, mais l'essentiel, c'est qu'on entre dans un type de société où on était dans des grosses inégalités collectives de classe, pour dire les choses comme ça, et où on est maintenant dans des inégalités beaucoup plus individualisées et qui sont souvent vécues comme des discriminations. Regardez d'ailleurs les mouvements les plus indignés, c'est les minorités culturelles, les femmes, les minorités sexuelles, etc., etc. Il y a 30 ans, c'était anecdotique, entre guillemets. Les grosses inégalités, c'était les exploiteurs, les exploités, etc., etc. Donc, voilà, mon sentiment, c'est que le Covid accentue des petites inégalités que vous avez bien décrites. Il y a un ordinateur à la maison, mais on sait s'en servir ou pas. Ce qui fait qu'à la fin, c'est une inégalité fondamentale. Mais au départ, c'est peanuts. Hein, vous comprenez, voilà. Vous êtes confiné, vous avez 3 gosses dans 2 chambres, c'est vivable tant qu'on peut sortir. Quand on ne peut plus sortir, c'est invivable. Donc la petite inégalité est devenue très grande. Mais je crois que l'essentiel de mon point de vue, c'est que on bascule insensiblement vers une autre image des inégalités. Et vous avez dit une chose très très juste. Vous avez dit à un moment donné,
il y a une perte d'estime de soi. C'est-à-dire que si vous faisiez une enquête il y a 30 ans auprès des ouvriers, ils vous disaient « je suis mal payé, je suis moins riche que les autres, mais j'ai la même valeur, la même dignité que les autres. Je ne suis pas inférieur aux autres. » Aujourd'hui, les gens vous disent « je ne vaux rien, je suis nul, je ne vaux pas grand-chose. » Parce que dès que vous êtes dans l'égalité des chances, vous avez le devoir de réussir. Et si vous n'avez pas réussi, vous pouvez dire c'est la faute au prof. Mais en fait, vous savez bien que c'est un peu de votre faute. Ce qui fait d'ailleurs que vous pouvez vous mettre à détester tout le monde pour vous sortir de cette affaire. Donc, voilà, mon sentiment, c'est que la France n'est pas le seul pays du monde. Tous les pays du monde voient monter des populismes, du trumpisme, du Brexit. On appelle ça comme on voudra. En Italie, ça s'appelle du Salvini, etc. Parce qu'il y a un nouveau type d'inégalité qui est en train de nous sauter à la figure. Alors, quelquefois, elles sont beaucoup plus grandes qu'avant. C'est le cas des États-Unis, de l'Angleterre. En France, si on mesure les inégalités, alors je sais quand on dit ça, on a des chances de se faire engueuler, mais les inégalités n'ont pas explosé. C'est-à-dire que l'écart entre les 10% les plus riches et les 10% les plus pauvres n'a pas explosé. Mais les inégalités, en revanche, sont beaucoup plus mal vécues aujourd'hui. Et elles créent cette espèce de désespoir, de colère, de ressentiment, etc., etc. Voilà. Alors, le Covid, évidemment, ça en rajoute une couche. Mais à mon avis, le pire du Covid est devant nous. Hein. Voilà. C'est quand on va voir le chômage exploser et tout que ça va faire beaucoup plus mal. Je pense que j'essaierai de vous amener sur ce terrain-là un petit peu plus loin dans cet échange. Donc effectivement, c'est plus des inégalités qui se transforment plutôt que de nouvelles égalités qui surgissent. On pourra reparler également de la question de leur perception. Je voulais vous demander d'approfondir un peu la question des petites inégalités, puisque vous venez de nous dire que selon vous, la crise du coronavirus exacerbe surtout la perception de petites inégalités. Qu'est-ce que cela signifie si vous voulez, plus on s'éloigne d'une société qui était définie par les classes sociales, en fait, c'est-à-dire les ouvriers, les paysans, les bourgeois, bon, chacun dans son coin, méprisant les autres, mais chacun dans son coin. Plus vous avez des inégalités qui s'individualisent, plus les individus se sentent inégaux en tant qu'eux. C'est-à-dire, moi j'ai fait beaucoup d'enquêtes, et le mouvement des Gilets jaunes est très révélateur de ça, d'une certaine façon. Quand vous interviewez sur les ronds-points les gens qui manifestaient avec les Gilets jaunes, ils vous parlaient d'eux, toujours. Moi, avec ma voiture, moi, avec ma précarité, moi, etc. Et d'ailleurs, ils n'ont construit aucune revendication collective. Hein. Je veux dire, chacun était tellement dans son inégalité à lui ou à elle que c'était très, très, très difficile. Donc, les petites inégalités, statistiquement, je veux dire, quand je dis petites, elles sont grandes pour les individus, mais deviennent extrêmement sensibles. Et d'ailleurs, il faut bien comprendre qu'il y a une grande distance entre les inégalités qu'on mesure, les statisticiens, et les inégalités que l'on vit. Je vais donner un exemple extrêmement simple pour bien me faire comprendre. Les États-Unis ont une échelle d'inégalité, on appelle ça le coefficient de Gini, bon, peu importe, beaucoup plus élevé que la France. Bon, grosso modo, en France, les 10% les plus riches gagnent 4 fois plus que les 10% les plus pauvres, en termes de salaire après redistribution sociale. Hein. Vive l'État-providence, je le signale au passage, parce qu'avant redistribution sociale, c'est 7 fois plus. Bon. Aux États-Unis, après redistribution sociale, l'écart est de 7. Donc c'est 2 fois plus inégal que n'est la France. Et quand on fait des enquêtes d'opinion, les Français ont le sentiment de vivre dans une société beaucoup plus inégalitaire que les Américains. Donc ce n'est pas le reflet statistique. Je prends un deuxième exemple. Si on fait des enquêtes, en France, les Français sont très sensibles aux inégalités de salaire. Bon. Or, les inégalités de salaire, bon, si vous sortez
les super cadres, super riches, etc., elles sont, oui, de l'ordre de 1 à 4 pour 10%, 10%. Et les gens, ils sont très sensibles. En revanche, les inégalités de patrimoine sont incroyables. C'est-à-dire que les 10% les plus riches se ramassent 70% du patrimoine. L'héritage, c'est plus que les salaires. Eh bien, quand vous faites une enquête, vous vous rendez compte que les gens ne voient pas les inégalités de patrimoine, et d'ailleurs, ils sont contre la taxation du patrimoine, alors que ça serait l'outil de la justice le plus évident. Autrement dit, les inégalités qui comptent, ce n'est pas celles qu'on mesure. Il faut les mesurer, bien sûr, mais c'est moins celles qu'on mesure que les inégalités que l'on perçoit et que l'on juge inacceptables. Mais ce n'est pas forcément les plus fortes statistiquement. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà, c'est comme ça. Je vais donner un exemple, puisqu'on est une table ronde à parité, même si je parle plus que les autres, excusez-moi. Les inégalités entre les hommes et les femmes, si vous les mesurez sur 50 ans, elles se sont formidablement réduites, notamment parce que les femmes ont gagné le match scolaire de manière formidable. Alors, il reste des inégalités, mais elles se sont réduites. Et si vous prenez les séries de sondages sur les inégalités hommes-femmes sur la même période, eh bien, le sentiment que ces inégalités sont insupportables n'a cessé d'augmenter au fur et à mesure que les inégalités étaient plus faibles. Voilà. Parce qu'elles étaient jusque-là normales. Normales, entre guillemets, je veux dire. Mais donc, il faut bien comprendre que l'affaire des inégalités, ce n'est pas simplement une affaire de mesure. Et comme vous l'avez dit, c'est une affaire de perception, de qu'est-ce qu'on trouve juste, qu'est-ce qu'on trouve injuste. Je vais prendre un exemple pour finir, je suis trop bavard. Les gens vont dénoncer les salaires exorbitants des grands patrons, ils ont raison. Le salaire de Mbappé n'emmerde personne. Parce que Mbappé, quand même, il est bon. Voilà. Il fait quand même 2 millions d'euros par mois. C'est pas peanuts. Mais il est incontestablement un bon footballeur. Alors que mon voisin de palier, je ne suis pas sûr qu'il mérite vraiment ce qu'il gagne. Donc voilà, il faut bien comprendre que du point de vue de la sociologie, c'est à mon avis ce qui compte, c'est les inégalités vécues. Voilà. Alors, je pense qu'on va revenir sur cette notion-là. Au tout début si je reviens sur le début de votre propos, est-ce que ce sont vraiment désormais les individus finalement que les collectifs, c'est ça que vous dites, qui se vivent comme inégaux? Les inégalités s'individualisent. Alors, je vais donner un exemple pour bien les faire comprendre. On se rend compte d'abord qu'il se crée de grandes inégalités finales à partir de petites inégalités initiales. Alors, je vais donner un exemple que je connais assez bien, pardonnez-moi de me vanter, mais qui est l'exemple des inégalités scolaires. Bon. Vous prenez 2 gamins de CP, un gamin de cadre et un gamin d'ouvrier, le gamin de cadre est un peu meilleur. Bon. Et puis, ils rentrent dans un système où chaque année, cette petite inégalité va se multiplier, et à la fin, le gamin de cadre, il va au lycée, comment il s'appelle ici, à Toulouse, comment le lycée chic de Toulouse, je sais pas comment ça s'appelle. Fermat. Voilà, Fermat. Et le gamin de l'autre, il va dans le lycée qui s'appelle généralement Pablo Neruda, ou bon, voilà. Bon. À la fin, il y en a un qui fait Polytechnique, et à la fin, il y en a un qui cherche du boulot, etc. L'inégalité de départ, elle n'est pas très grande, mais elle va se multiplier. Et à la fin, c'est un très gros écart. Je prends une autre inégalité. Une femme, alors on va laisser la question des femmes parce que on peut se engueuler. Mais un cadre a 7 ans d'espérance de vie de plus qu'un ouvrier. Bon, 7 ans, quand vous avez 30 ans, ça compte pas. Quand vous avez mon âge, vous commencez à trouver que ça fait quand même un écart assez intéressant.
Et quand vous regardez comment c'est fait, c'est très simple. Boulot plus fatigant, alimentation moins bonne, recours aux soins de santé moins efficace. Chaque fois, c'est un petit truc. Mais comme c'est un petit truc qui va se répéter pendant 50 ans, ben à la fin, ça vous fait quand même un écart d'espérance de vie énorme. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que plus vous avez des inégalités individuelles, d'une certaine façon, qui s'individualisent, plus vous avez un mélange du destin social, c'est-à-dire je suis né à cet endroit et je suis condamné, mais vous avez de plus en plus du parcours, de l'histoire personnelle. Je vais donner un exemple très simple. Il y a, dans les années 60, les pauvres, c'est-à-dire les gens qui sont à 10%, à 60% du revenu médian, ce qu'on appelle des pauvres en France. Le revenu médian, c'est 1 750 €, donc c'est des gens à 1 000 € à peu près par mois, qu'on appelle des pauvres. Dans les années 60, c'est des vieux, des malades, des gens qui n'ont pas de retraite. Bon. Aujourd'hui, il y a 7% de familles monoparentales dans la société. Chez les pauvres, on est à 30%. Donc, un divorce, c'est une histoire dans la vie, un divorce, paf, vous tombez dans la pauvreté. Donc, c'est le parcours autant que la naissance. Alors, évidemment, si vous avez chacun des revenus considérables, le divorce, c'est un peu désagréable, mais ça n'appauvrit pas. Mais si vous avez 2 SMIC, dans un ménage à 2 SMIC, vous en sortez. Une séparation, ça veut dire 2 loyers, 2 voitures, etc., etc. C'est fini, vous n'en sortez plus. Et donc, si vous voulez, ça individualise, ça singularise les inégalités. Si on arrête évidemment de raisonner, ce qu'on fait beaucoup dans les médias en disant je prends les 1 pour 1000 les plus riches, je prends les 10% les plus pauvres et je constate que ce n'est pas pareil. Bon, ce n'est pas une révélation bouleversante. Voilà. Mais la plupart des gens ne sont ni dans les 10%, ni dans les 10% les plus pauvres, ils sont ni SDF ni milliardaires, quoi. Quand même, il y a beaucoup de monde entre les deux. Voilà. Alors, ce que vous expliquez, c'est que cette perception des inégalités n'est pas forcément le reflet des inégalités réelles. Donc, d'une part, qu'est-ce qui est du domaine de la perception, de la représentation et du domaine de la réalité. Et la question complémentaire, je dirais, c'est est-ce que c'est quelque chose de nouveau ou quelque chose qui existe depuis longtemps? Est-ce que le contexte actuel le révèle C'est pas nouveau. Je réfléchissais sur les années 60-70 en France. Dans les années 60-70 en France, on ne voit qu'un type d'inégalité, c'est les inégalités de classe. Tout ce que vous lisez, c'est les ouvriers, les patrons, les ouvriers, les patrons. Or, je peux vous dire que dans ces années-là, les discriminations faites aux femmes et aux immigrés étaient sans commune mesure avec ce qu'on fait aujourd'hui. Et tout le monde vous disait, oui, c'est important, mais c'est des inégalités secondaires. On disait aux femmes, oui, allez, vous pouvez râler, mais vous verrez, quand tu auras le socialisme, ça sera réglé. On disait aux immigrés, si tu trouves du boulot, tu vas finir par devenir comme les autres, etc., etc. Donc, elles étaient fortes, et d'une certaine manière, on les tenait derrière, on les voyait, mais elles n'étaient pas fondamentales. On expliquait même d'ailleurs que les féministes, j'ai trouvé des textes, c'était des bourgeoises. Énervées. Bon. C'était la CGT qui disait ça, c'était pas la droite de la droite. Bon. Aujourd'hui, vous êtes dans un monde où vous avez le sentiment que c'est strictement l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne voit plus que les inégalités de discrimination, le quartier difficile, les immigrés, les femmes, etc., et que les bonnes vieilles inégalités deviennent un peu secondaires. Je ne sais pas si je me fais, fais comprendre. Donc vous avez cette espèce de basculement, alors qui s'explique parce que ça a déjà été évoqué, la mondialisation, ça a cassé les vieilles catégories sociales, parce que la scolarisation de masse, ça a tout changé. Parce qu'avant,
C'était simple. Quand vous étiez jusqu'en 1960, si vous êtes un enfant d'ouvrier, vous allez à l'école élémentaire, vous faites 1 an de formation ou 2 et vous bossez. Sauf si vous êtes exceptionnellement doué. Si vous êtes un enfant de bourgeois idiot, vous allez quand même à Fermat. Bon, aujourd'hui, c'est plus comme ça. Vous entrez dans la course et puis vous êtes, comme dans un tournoi de tennis, vous êtes éliminé à chaque tour. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et donc, les inégalités sont plus produites de la même manière, et c'est ce que vous évoquez, elles sont individualisées. Donc, je suis nul, je suis incapable. Et quand les individus commencent à dire qu'ils sont nuls ou incapables, ils finissent par vous le faire payer, si je peux me permettre, parce que il faut bien en vouloir à quelqu'un. Donc ensuite, vous avez alors, les élites, les riches, etc., etc. Donc, je crois qu'il y a un changement Alors, les vieilles inégalités n'ont pas disparu, bien sûr. Mais il y a quand même un changement très important. Je vais donner un exemple pour bien me faire comprendre. Si je prends la ville de Bordeaux, qui est le petit village qui est juste au nord de Toulouse, et que vous regardez le vote, eh bien vous avez dans un rayon de 25-40 km autour de Bordeaux beaucoup de votes Front National, Rassemblement National. À l'intérieur de Bordeaux, il n'y en a pas. Après 40 km, il n'y en a plus. Parce que ce qui crée cette frustration, c'est d'être près de la ville, qui a l'hôpital, les universités, les théâtres, les cinémas, etc. Si vous êtes loin, vous n'êtes plus dans vous arrêtez de vous comparer. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc vous êtes dans des systèmes de comparaison continue et de frustration qui vont avec. Alors, la question qui me vient à vous entendre, c'est est-ce que le phénomène de métropolisation, Oui. vous avez cité Bordeaux, vous avez cité Toulouse, 2 métropoles, est-ce que ça accentue ce ressenti, ce phénomène? Alors, je crois que ça l'accentue incontestablement. Quand vous regardez une carte de France, vous avez des villes gagnantes, incontestablement. Et les villes gagnantes, c'était les anciennes villes perdantes. Alors, je m'explique. Les villes gagnantes, c'est Caen, Rennes, Nantes, La Rochelle, Bordeaux, Toulouse, Montpellier. Bon. Et Pas mal de métropoles déjà dans votre liste. Et les villes qui perdent, enfin Paris toujours évidemment, et les villes qui perdent, c'était les villes qui étaient les grandes villes industrielles, qui étaient les gagnantes de la vieille société industrielle. Voilà. Donc il y a un basculement, et on le voit très très bien sur les revenus. Alors, il vaut mieux être en Haute-Garonne qu'en Meurthe-et-Moselle. Voilà. Bon, je dis ça en toute amitié pour la Meurthe-et-Moselle. Bon. Mais vous êtes d'un côté tiré, de l'autre côté, vous êtes en train de vous effondrer. Donc là, il y a des grandes inégalités territoriales, mais elles ne sont pas nouvelles, simplement, elles ne sont pas les mêmes. Elles ne sont pas les mêmes. Bon. Ça, c'est la première chose. Alors, la deuxième chose qui fait que c'est quand même un peu compliqué, c'est que dans les régions pauvres, il y a beaucoup de riches. Et dans les régions riches, il y a beaucoup de pauvres. Alors, je vais vous donner un exemple très simple. PACA, il y a énormément de retraités dont les retraites sont payées par des gens très mal payés qui vivent dans la banlieue parisienne. Donc, c'est des travailleurs pauvres de la banlieue parisienne qui payent les retraités riches de PACA, qui détestent d'ailleurs les étrangers pauvres qui bossent pour eux dans la banlieue parisienne. Bon. Donc, au sein des régions pauvres, il y a des riches. Et au sein des grandes villes riches, il y a des pauvres. Donc, c'est très compliqué parce que c'est presque de la technique statistique, si vous voulez. Tout dépend du niveau d'échelle que vous prenez. C'est pour ça que je ne crois pas quand même que la lutte, ce soit aujourd'hui les territoires riches contre les territoires pauvres, parce qu'il y a cette espèce de mélange. Mais c'est vrai que le mouvement des Gilets jaunes a donné beaucoup cette image-là.
Mais je rappelle que les pauvres des villes n'étaient pas forcément très bienvenus chez les pauvres des champs qui étaient les gilets jaunes. Enfin, voilà, c'était pas... Ce qui m'amène à la question suivante, c'est est-ce que les représentations comptent désormais autant que les faits, finalement? Mais c'est une chose... Enfin, comme on ne voit pas le public, on ne sait pas ce qu'on raconte. Alors j'ai le sentiment de délirer. Je vais donner un exemple. Le public nous voit. Les représentations, les seuls faits qui comptent, c'est les faits représentés. Je vais donner un exemple très simple, pour bien me faire comprendre. Je ne crois pas en Dieu, personnellement. Donc il n'existe pas. Mais dès lors qu'il y a des gens qui croient en Dieu, il existe. La preuve qu'il existe, c'est qu'il y a des églises, c'est qu'il y a des morales, c'est qu'il y a des musées, c'est qu'il y a des terroristes, c'est qu'il y a des curés. Même si Dieu n'existe pas, le fait qu'on croit en Dieu fait qu'il existe vraiment. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Bon. Eh bien, pour les inégalités, c'est strictement pareil. Les inégalités, elles existent ou elles n'existent pas, mais dès lors qu'elles sont représentées comme des inégalités injustes, elles existent. C'est-à-dire qu'elles vont créer des mobilisations, des colères, des révoltes, etc. C'est ça qui compte. Quand vous faites de la sociologie, vous vous intéressez à des acteurs, vous vous intéressez à des... Personne ne meurt pour des statistiques. Bon, les gens meurent pour des idées. Voilà. Je vais donner un exemple qui est très, très révélateur. Les Américains blancs pauvres votent pour un président milliardaire parce qu'ils détestent plus les pauvres noirs que les riches qui les exploitent. Bon, ils ont tort. Mais il n'empêche que c'est ça qui fait l'histoire. C'est pas les profs de sociologie qui font l'histoire, ce qui est d'ailleurs plutôt mieux quelquefois. Bon, donc voilà, il faut bien comprendre ça. Aujourd'hui, en France, on voit bien que ce qui crée ce sentiment très pessimiste, très douloureux qu'il y a dans notre pays, c'est pas tellement qu'il va objectivement de plus en plus mal. On pourrait discuter. D'ailleurs, les statisticiens, les économistes discutent. Oui, sur ce plan-là, c'est plutôt mieux, moins mal. Mais il y a un sentiment d'être dans un monde qui se défait. Voilà. Les gens ont le sentiment que leur monde est en train de disparaître. Et ça, c'est une émotion qui est bien plus forte que... alors, ils ont tort, ils ont raison, peu importe. Mais cette émotion-là, elle a des conséquences politiques et sociales bien plus considérables que le machin. Et d'ailleurs, on pourrait évoquer des hommes politiques. Je vais en évoquer un qui était lié à cette région, qui était Jospin. Jospin, il a eu un coup de chance extraordinaire, mais extraordinaire. Il arrive en 97, la crise économique se lève, il a un succès économique considérable, les inégalités se réduisent, et il perd les élections. Parce que tout le monde dit, ça fout le camp, c'est incroyable. Bon, ouais. Et le type qui gagne n'avait rien fait. Bon. Donc, il faut bien comprendre il faut mesurer les inégalités, il faut les observer, mais il faut savoir que les inégalités ont du sens quand elles sont vues et quand elles indignent. D'ailleurs, je rappelle que la plupart des inégalités n'indignent personne. Il y a un tas d'inégalités qui ne choquent personne. Est-ce que c'est pas plutôt que tout le monde s'accorde à dire qu'il est contre les inégalités, les discriminations, mais que finalement ça lui va bien comme ça, surtout s'il est dans la position la plus privilégiée? Oui. Alors c'est plus compliqué parce que quand vous regardez la réaction aux inégalités, les gens des catégories supérieures sous-estiment la pauvreté des pauvres. Bon, ils les voient moins pauvres qu'ils ne sont. Mais les pauvres sous-estiment la richesse des riches. Bon, donc, sous-estiment ou surestiment? Oui, sous-estiment. Oui. Sous-estiment. N'imagine pas à quel point il y en a qui sont riches. Bon. Donc, vous
vous avez un effet d'atténuation déjà de la perception des inégalités. Ça, c'est un mécanisme qui est bon, banal. Deuxième chose, évidemment, vous avez une indignation générale contre les inégalités. On est dans une société qui n'aime pas les inégalités. Bon. Mais vous avez aussi ce que les sociologues appellent une triangulation. C'est-à-dire que je vais définir ma position contre ceux qui sont au-dessus de moi, mais aussi contre ceux qui sont au-dessous. Et aujourd'hui, c'est très frappant. Par exemple, depuis qu'on n'a plus ces grands blocs de classe sociale, on s'aperçoit, quand vous posez une question qui a l'air toute bête, c'est quelle est la cause du chômage? Bon. Il y a 30 ans, 20 ans, où les gens vous disaient la cause du chômage, c'est le capitalisme, c'est la mondialisation, patati patata. Aujourd'hui, la majorité des gens vous disent la cause du chômage, c'est les chômeurs. Dans les cités où vous travaillez, je pense que, c'est-à-dire mon voisin qui ne fait rien, qui abuse, etc., etc. Donc, vous avez une manière de vous définir qui est l'hostilité à ceux qui sont au-dessus, mais l'hostilité à l'égard de ceux qui sont au-dessous. Ce qui est embêtant, si je peux me permettre, ce qui est très embêtant. Bon. Et puis, vous avez un troisième phénomène, alors qui, lui, est très classe moyenne en France, c'est que la dénonciation des inégalités ne vous empêche pas de préférer les inégalités qui vous concernent. Alors je prends un exemple extrêmement simple et je me mets dedans. Moi, je suis contre les inégalités scolaires. Mais si j'ai le choix pour mes enfants de leur faire leurs études dans un bon collège avec du latin et de l'allemand, j'hésite pas une seconde. Et donc, je vais choisir les inégalités qui m'arrangent, tout en dénonçant les inégalités. Je rends hommage d'ailleurs à Najat Vallaud-Belkacem là-dessus. Elle a voulu faire une réforme des collèges qui arrêtait de faire des classes de latin, etc. Elle a eu contre elle le PS, les profs et toutes les classes moyennes. Le PS, excusez-moi, l'électorat du PS. Bon, voilà. Parce que tout le monde trouvait qu'avoir une niche inégalitaire dans ce système. Regardez, il y a quelques années, l'avantage d'être vieux, c'est qu'on peut avoir des ennemis. Il y a 2 ans, il y a eu les étudiants étaient fous de rage contre Parcoursup et la sélection à l'université. Bon, très bien. Mais aucun d'entre eux n'a mis en cause les classes prépa, les grandes écoles, jamais. Et dans ma bonne ville de Bordeaux, c'est les étudiants de l'IEP ultra sélectionnés qui venaient occuper la fac contre la sélection. Sauf celle de l'IEP, évidemment. Bon, donc, ça rend les choses très compliquées, si je peux me permettre, parce que dans l'état où nous sommes, il y a une distance non négligeable entre les indignations et les pratiques. Il y a des choses qui me gênent beaucoup, par exemple, et qui vous concernent. Quand les gens disent mixité sociale, on est pour. On est surtout pour que les autres le fassent. Personne n'est complètement volontaire pour le faire lui-même. Non, il faut être militant, engagé, etc. Bon. Donc, si on veut régler ces questions-là, il ne suffit pas d'être indigné, si je peux me permettre. Il faut avoir des pratiques. Alors, sur le cas de l'école, c'est extrêmement simple. On a fait l'expérience. Si dans les établissements scolaires défavorisés, vous mettez les enseignants les plus expérimentés, les plus efficaces et les plus mobilisés avec plus de moyens, les classes moyennes iront. Bien sûr. Mais si vous n'y mettez pas ça, si vous y mettez, comme c'est l'habitude, les jeunes profs qui débutent, etc., les classes moyennes, et d'ailleurs, aucun enseignant n'y mettra ses gosses, rassurez-vous. Il n'y aura pas de problème. Oui, turnover, voilà. Donc, voilà, il faut... Oui, j'ai une vision un peu noire de tout ça, mais c'est quand même... la transformation de l'indignation contre les inégalités en politique d'égalité n'est pas une opération si facile qu'on le dit. Voilà. Bien évidemment.
Alors, déjà, pour les spectateurs, je voulais je citais la très abondante bibliographie de François Duet. Je vous renvoie à cette bibliographie. Il y a un nombre d'ouvrages considérables sur justement la question de l'école et des inégalités à l'école. Je me permets de le signaler. Au risque de vous ramener peut-être un peu en arrière dans vos propos, et je m'en excuse par avance, est-ce que cette crise, au vu des répercussions économiques et sociales, vous les avez abordées tout à l'heure, mais je voulais revenir un petit peu là-dessus, pourrait modifier en profondeur le sujet même des inégalités, qu'elles soient perçues ou qu'elles soient réelles? Si on avait eu cette discussion en mai de l'an dernier, c'est-à-dire après le premier confinement, je vous aurais dit, on voit bien que au fond, il y a une chance dans la crise du Covid. C'est qu'on s'est rendu compte que les derniers de cordée étaient quand même plutôt plus utiles que les premiers de cordée. Et donc, on s'était dit quand même, les éboueurs qu'on méprise, enfin, quand je dis qu'on méprise, c'est-à-dire qui arrivent à faire ce métier parce qu'ils n'ont pas très bien réussi à l'école, etc. Voilà. Les éboueurs, les caissières, les routiers, les aides-soignantes, eh bien, ma foi, c'est des gens indispensables à la vie sociale. Et donc, on aurait pu dire, ça va créer quelque chose comme une solidarité, où on va se dire, il faut redistribuer en leur faveur. Bon. Je dois reconnaître que un an après, j'ai le sentiment que ce scénario optimiste est beaucoup plus discret. Voilà. Alors, quelle est la question que ça pose? Si vous voulez, quand vous avez une crise, la capacité de répondre à la crise suppose un engagement collectif, une mobilisation, une solidarité. C'est pour ça, d'ailleurs, ce que je vais dire est horrible, mais que les très bonnes périodes pour le triomphe de l'égalité, c'est les lendemains des guerres. Les lendemains des guerres, c'est vachement bien pour l'égalité, parce que quand on a passé 5 ans ensemble dans les tranchées, quand même, ça crée des liens. Bon, voilà. Et des solidarités. Et bien évidemment, des solidarités. On peut se sacrifier pour les autres. D'ailleurs, on l'a beaucoup fait jusque-là. Bon, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça crée des sentiments de cohésion. Si on veut répondre à la crise écologique qui se prépare, on voit bien que si une société est déchirée par des hostilités, des haines, etc., la réponse collective sera extrêmement difficile, puisque tout le monde dira les autres ont qu'à faire des sacrifices, pas moi. Hein, je veux dire, si vous faites un RIC aujourd'hui, un référendum sur l'écologie, en disant est-ce que vous êtes pour l'écologie? Oui. Est-ce que vous êtes pour l'augmentation du prix du diesel? Non. Vous aurez les deux réponses simultanément, etc. Donc, si vous voulez, l'enjeu aujourd'hui de l'égalité, de mon point de vue, ce n'est pas simplement un enjeu moral. Je voudrais m'expliquer là-dessus. Ce n'est pas simplement un enjeu moral en disant que les inégalités, c'est mal. Bon, c'est mal. OK. Mais je crois que c'est un enjeu beaucoup plus grave que celui-là. C'est un enjeu social. C'est-à-dire que si vous avez une société qui est trop inégalitaire, cette société n'aura pas la capacité de répondre aux enjeux qui se posent. Elle n'aura pas la capacité d'être assez soudée pour réagir aux épreuves qui s'imposent. Je vais prendre un exemple pour bien me faire comprendre. Mon ami Marie Duru-Bella, avec mon ami Marie Duru-Bella, on a fait un livre sur les effets de la massification scolaire. Un livre qui était sorti l'an dernier. Bon. Et on constate que les vainqueurs de la massification scolaire, ceux qui ont réussi à l'école, grosso modo, alors ça veut dire qu'ils vont au moins à Bac plus 3. Hein. Voilà. Grosso modo, ils croient dans la démocratie, ils croient dans la science, ils sont antiracistes, ils sont tolérants, ils sont bien. Voilà. Alors en fait, ils votent PS ouvert, voilà. Bon, vous voyez, c'est des gens fréquentables. Et puis, quand vous descendez vers ceux qui ont échoué à l'école, eh bien, ils croient de moins en moins dans la démocratie, dans la science, dans la tolérance, etc. Ils ont, je veux dire, leur échec s'est retourné en hostilité contre la société. Et ça se voit électoralement de manière incroyable. C'est-à-dire que
Si vous prenez la France de 1980, grosso modo, un ouvrier qui n'a pas fait d'études vote à gauche, un type qui a fait des études et qui est un bourgeois vote à droite. Voilà, c'est clair. Aujourd'hui, c'est strictement l'inverse. Strictement l'inverse. L'ouvrier qui n'a pas fait d'études ou vote pas, ou bascule de l'autre côté. Donc, les inégalités, ce que je veux dire par là, c'est que les inégalités, ce n'est pas qu'une affaire de morale. C'est que plus vous êtes dans une société inégalitaire, moins elle a des capacités de répondre aux questions que vous posez. Comment on va faire contre le Covid, contre la crise du climat, contre l'insécurité, etc. Puis il faut rappeler qu'une société relativement égalitaire, personne ne veut une société égalitaire, personne ne veut vivre en Corée du Nord, enfin bon, c'est-à-dire tous égaux sauf un, quoi. Bon, personne ne veut ça. Mais une société relativement égalitaire, les gens sont en meilleure santé, il y a moins d'insécurité, on a confiance dans les gens qu'on élit, on a confiance dans les institutions, et quand vous êtes dans une société inégalitaire, fût-elle riche, eh bien vous avez de la défiance, de la haine, de l'insécurité, l'espérance de vie baisse aux États-Unis, ce qui est incroyable. Le pays le plus riche du monde, une espérance de vie qui baisse. Voilà. Donc, il faudrait arriver à convaincre à nous convaincre nous-mêmes que l'égalité, ça appelle des sacrifices, mais des sacrifices qui sont aussi de l'intérêt bien compris. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que si les gamins, si on ne fait rien pour l'école et pour que trop de gamins quittent l'école en ne sachant pas vraiment lire, écrire, compter, etc., etc., non seulement c'est pas bien, mais ils vont nous le faire payer extrêmement cher. Donc l'intérêt qu'on a, vous comprenez ce que je veux dire? Alors ça peut paraître parfaitement cynique, mais il faut aussi convaincre que la vertu, ça peut être intéressant. Voilà. Ça peut être intéressant. Si au contraire, je laisse faire les inégalités scolaires, eh bien je sais ce que j'aurai. Une délinquance explosive, du communautarisme et tout ça, voilà, je l'aurai. Alors, avant de passer à une question qui me vient, je vais prendre peut-être le temps d'une précision avec une intention pédagogique et en précisant également au préalable que je n'ai aucun pourcentage sur les ventes de livres de François Dubé, sauf erreur de ma part, l'ouvrage que vous évoquiez tout à l'heure, que vous avez coécrit avec Marie Dulubella, c'est Les sociétés et l'ordre d'école, l'emprise du diplôme et la cohésion sociale. C'est bien ça? Non, c'est pas celui-là. Ah ben voilà. Ça fait rien. C'est un ouvrage qui s'appelle L'école peut-elle sauver la démocratie? L'école peut-elle sauver la démocratie? Voilà. Ça permet peut-être de renvoyer les auditeurs aussi à des lectures complémentaires pour aller. La question que je voulais vous poser, on a encore beaucoup de choses à évoquer, le temps passe. On a beaucoup parlé des inégalités ressenties. Finalement, il me semblait intéressant peut-être de prendre un instant sur finalement les inégalités exprimées. Une certaine manière, quelque peu anarchique parfois, dont la perception de ces inégalités s'exprime. Vous avez évoqué le mouvement des Gilets jaunes, vous avez avec des voix différentes, qui ne s'agrègent pas forcément. Est-ce que ça ouvre la voie à un désordre démocratique ou politique, selon vous? Alors, écoutez, là aussi, il faut être, pardonnez-moi de dire ça, mais un sociologue un peu banal, un peu traditionnel. Qu'est-ce qu'ont dit les sociologues pendant un siècle? Ils ont dit les sociétés industrielles sont déchirées par la lutte des classes. Il n'était pas nécessaire d'être marxiste d'ailleurs pour le penser. Je veux dire, voilà, il y a une guerre en fait entre les patrons et les ouvriers. Et pour que la société soit vivable, il faut que ce conflit ait une représentation institutionnelle et qu'il soit négocié. Il faut des syndicats, il faut des partis de gauche, il faut des partis de droite, il faut qu'il y ait des grèves, il faut qu'il y ait des conflits, et il faut qu'on discute. Voilà. C'est comme ça. Du débat. Du débat, et il faut qu'on discute. Aujourd'hui, la difficulté, alors, grosso modo, en Allemagne, en Angleterre, partout, ça a créé ce qu'on appelle la droite et la gauche. Voilà. Bon. On voit bien qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est que les inégalités que j'évoque n'ont plus de représentation politique.
Elles n'ont plus de représentation politique. C'est-à-dire que cette représentation politique-là, qui reposait sur les syndicats, la classe ouvrière, les mouvements d'éducation populaire, patati patata d'un côté, de l'autre, les paysans plus les bourgeois, plus les catégories moyennes et libérales, ça faisait deux paquets, quoi. Bon. Ces deux paquets finissaient par discuter. Enfin, en général, alors, il y avait des moments chauds, 36, 68, mais enfin, quand même, pour le reste du temps, on créait du code du travail, des négociations sociales, etc., etc. On voit bien que ça se défait. Et que donc, aujourd'hui, la difficulté, c'est de dire, comment faire pour que ces inégalités-là aient une représentation sociale et politique. C'est-à-dire comment faire pour que ces individus et ces groupes qui se sentent inégaux trouvent une expression politique qui soit autre chose que la colère. Voilà. Alors ça, c'est très difficile. C'est très difficile parce que si vous prenez l'histoire des sociétés industrielles, la création d'une gauche, pour parler comme ça, et d'une droite, ça a pris du temps. Ça ne s'est pas fait comme ça. On n'a pas créé des usines et puis immédiatement, Jaurès n'est pas arrivé le lendemain, quoi. Ça a été un peu long quand même. Bon, donc ça sera long. Et la deuxième chose qui a changé évidemment, c'est que vous étiez dans un monde, moi le monde que j'ai connu d'ailleurs, c'est que si vous n'étiez pas content, vos voisins et vous, vos camarades de travail et vous, il fallait demander à la mairie de vous donner une salle, il fallait trouver quelqu'un qui vous fasse des tracts, il fallait que des militants fabriquent du discours, etc., etc. Donc, il y avait des machines à refroidir la colère. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que, voilà, on n'est pas content, mais pour que notre colère s'exprime, il va falloir qu'elle passe par des canaux et par des paroles autorisées. Il faut trouver des intellos, des profs, des curés, des travailleurs sociaux, enfin tout un tas de gens qui vont refroidir le jeu d'une certaine façon. Bon, il est évident qu'aujourd'hui, chacun d'entre nous est à lui seul un mouvement social. Je ne suis pas content, j'ouvre mon ordinateur et je dénonce. Alors allons-y, les juifs, les musulmans, les hommes politiques, tout, je veux dire, les mécréants, enfin, tout ce qui me passe par la tête devient immédiatement public. Alors, c'est un progrès, parce que c'est drôlement bien que chaque individu ait la capacité d'accéder à l'espace public. Donc, je suis pour qu'on puisse faire ça. Et d'ailleurs, regardez le mouvement des Gilets jaunes, c'est extraordinaire. C'est 4 personnes qui ont créé un mouvement qui a duré 6 mois. 4 personnes sorties de... Voilà. Bon. Évidemment, l'inconvénient, c'est que cette somme de colère a beaucoup de mal à fabriquer une demande politique, un programme. Et les Gilets jaunes, c'est un mouvement assez fascinant de ce point de vue-là. Parce que chaque fois que et surtout une leader des Gilets jaunes a dit « Allez, on essaie de dire quelque chose, de revendiquer », il s'est fait, mais liquider. Au nom de quoi tu parles? De qui? Au nom de qui? Chacun d'entre nous. Bon. Alors vous avez, évidemment, il y a ça, évidemment, puis vous pouvez avoir des trucs qui sont aujourd'hui très banals, le complotisme, la mise en accusation, etc. Et l'idée qu'il y a d'un côté le peuple, tous pareils, contre les élites, les sachants, tous pourris, c'est une idée qui peut faire gagner une élection. Mais ce n'est pas un programme politique. Parce que le peuple en question est complètement déchiré entre lui. Voilà, donc je le signale pour ceux que ça intéresserait. Vous n'avez aucune idée, et je crois d'ailleurs que ceux qui raisonnent comme ça n'ont eux-mêmes aucune idée de ce qu'ils feraient de ces colères. Donc, je crois que le problème qui se pose à nous, c'est de dire il y a ces inégalités, il y a ces injustices, etc. Il faut leur redonner une expression politique. Parce que je
dois avouer que je préfère la démocratie parlementaire avec tous ses travers. La démocratie représentative, ça me paraît quand même assez vivable, quoi. Voilà. Alors, ce qui est formidable avec François Dubé, c'est qu'il il ouvre les questions finalement avant que je lui pose, donc c'est très, très reposant pour moi. Effectivement, je voulais, peut-être pour compléter, vous amener quand même sur cette explosion de haine, de discours toxiques qu'on a pu constater sur Internet, avec peut-être une certaine viralité des thèses complotistes durant le confinement, notamment sur l'origine du virus d'ailleurs, pour commencer, et ensuite des groupes qui se sont montés les uns contre les autres. Comment est-ce que vous analysez cela? Mais je l'analyse, mais comme tout le monde. Je veux dire que nous avons vécu dans des sociétés, et je n'en ai pas la nostalgie, je le précise tout de suite, où il y avait des systèmes d'autorité. C'est-à-dire que vous n'accédez à l'espace public qu'en passant par des filtres d'autorité. Si je veux parler de la science, il faut que j'ai la légitimité qui me permette de parler de la science. Si je veux parler de religion, il faut que j'ai la légitimité de celui qui a eu la formation ad hoc qui s'acquiert au séminaire. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, aujourd'hui, évidemment, tous ces filtres d'autorité, qui sont des filtres de domination sociale quand même, ont disparu. Et donc, vous êtes dans cet espace tout à fait étrange où on peut vous dire mes idées valent les tiennes parce qu'elles sont authentiques. Bon, alors je vais caricaturer. Je pense sincèrement que la Terre est plate. Il n'y a aucune raison que je me fasse impressionner par les faux savants qui m'expliquent qu'elle est ronde. Alors ça, c'est un peu. Alors ça a l'air un peu déconnant, mais excusez-moi, un peu ridicule. Mais c'est quand même 15% des gens. Ça fait un drôle d'effet. Bon. Alors quand vous avez une affaire style virus, c'est-à-dire une maladie qu'on ne connaît pas, où les scientifiques eux-mêmes ne sont pas d'accord, nous avons tous vécu pendant plusieurs mois entourés d'experts en biologie moléculaire et en virus, puisque chacun peut faire légitimement son opinion. Alors, je répète, il ne faut pas jeter ça, le bébé et l'eau du bain. Je veux dire, il faut dire, oui, c'est un progrès démocratique. Chacun peut légitimement s'exprimer. Mais on voit bien qu'il va y avoir un moment où il va falloir quand même s'entendre sur des mécanismes de définition de la vérité. Bon, moi, je ne suis pas un savant, un vrai savant. Mais il y a 30 ans, quand je disais les statistiques montrent, personne ne me disait c'est du bidon. Maintenant, tout le monde peut me dire statistiques, on sait ce que ça vaut. Ben non, c'est pas ce que ça vaut. Pas vrai. C'est pas du bidon. Mais je n'ai plus l'autorité pour dire que c'est pas du bidon. Voilà. Et même je suis mal à l'aise en disant mais après tout j'ai fait des études et puis vous allez la boucler. Je peux pas dire ça. Parce qu'autrement, c'est du mépris, etc., etc., etc. Donc, vous avez ce thème qui est extrêmement fort et aujourd'hui qui se manifeste par un mot que vous entendez tous les jours dans votre boulot, tous les jours, qui est le mot mépris. Il y a 30 ans, les gens vous disaient « je suis exploité ». Aujourd'hui, les gens vous disent « on me méprise ». Je suis méprisé. C'est-à-dire que vous avez le sentiment que comme vous avez droit à une expression, à une égalité, tout regard est une forme de mépris. C'est dit comme ça. Alors, ou de discrimination. Le président nous méprise, c'est assez normal, mais je pense que le président du conseil départemental méprise quand même aussi beaucoup de monde, que les profs méprisent tout le monde, que les journalistes méprisent tout le monde. Quant aux travailleurs sociaux, je ne vous dis pas à quel point ils méprisent, etc., etc. C'est une chaîne de mépris. Donc, je ne sais pas ce qu'il faudra faire, mais il est évident qu'un jour, il va falloir se poser la question, non pas d'interdire l'accès ou l'expression, ce qui est absurde, mais quand même
faudra bien s'accorder sur quelque chose qui ressemble à la vérité. Voilà. Alors justement, on arrive un petit peu au bout de cet échange, mais il y a encore bien des choses sur lesquelles j'aimerais vous amener. Bon, cette crise qu'on traverse, à vous écouter, exacerbe les comparaisons, les jalousies, les ressentiments autour des petites inégalités, qui sont pas si insignifiantes que ça, puisqu'elles sont perçues comme vitales. Les victimes des petites inégalités territoriales, éducatives, professionnelles, etc., ne se sont plus vraiment représentés. Je voudrais vous amener juste après justement sur la question des institutions, de la relation avec les institutions. Tout en ayant conscience que vous n'êtes pas devin, comment, en tant que sociologue, vous imaginez l'après-crise? Est-ce que tout ça, ça porte les germes d'une crise sociale à venir, ou où peut-on aller avec tout ça? Si je suis... Alors, c'est très difficile, pour moi c'est très difficile d'imaginer. Si je suis optimiste, je me dis on est en 1890. Ça vous dit pas grand-chose, mais 1890, c'est le boulangisme, les émeutes, mauvais climat, avant que se constituent les partis socialistes, les ligues de gauche, les mouvements d'éducation populaire, etc. Donc on peut dire qu'on est dans ce moment particulièrement sombre. Et ce qui peut faire espérer, c'est peut-être l'affaire, c'est peut-être l'urgence écologique. On peut imaginer que là, il y a quand même, les gens disent, bon, c'est un enjeu tel qu'on ne peut plus se permettre n'importe quoi. Donc, je pense qu'il y a des raisons d'espérer. J'ai beaucoup de mal à imaginer que des sociétés se suicident, pour dire les choses comme ça. Maintenant, on peut aussi imaginer le pire, c'est-à-dire que si on n'a pas de capacité collective, si on n'a pas d'État suffisamment puissant, par exemple, pour contrôler le capitalisme financier, bon, ça va se passer très très mal. Mais si on est, enfin, je sais pas, ça renvoie à des récits historiques. Si on est marxiste, par exemple, on peut dire la grande caractéristique du capitalisme, c'est qu'il n'a jamais eu un goût prononcé pour le suicide. Et que donc, il peut parfaitement accepter lui-même des formes de régulation. Mais on est devant une situation complètement inédite, parce que quand vous regardez nos histoires, on a toujours raisonné dans le cadre d'État-nation. On a perdu de vue que jusque dans les années 1990, on bat sa monnaie, on ferme ses frontières, on fait de l'inflation compétitive. Bon, aujourd'hui, plus aucune société ne peut faire ça, sauf si elle est la Chine. Mais plus aucune société ne peut faire ça. Donc, on voit bien qu'on a des changements d'échelle totalement considérables. Et c'est d'ailleurs ça qui file la panique. Évidemment. Moi je faisais mes études de sociologie entre le général de Gaulle et le Parti communiste. C'était quand même assez sympa, quoi. C'est-à-dire des gens qui croyaient à l'autorité, qui croyaient aux frontières, qui croyaient à tout un tas de choses, qui donnaient un sentiment de sécurité. Bon, aujourd'hui, voilà, on sent bien ça, mais il n'y a pas de raison que le pire soit nécessaire. Ça, D'accord, alors merci pour ce retour-là, parce que la question n'était pas forcément très facile. Avant de se tourner à nouveau vers Sarah et Yamina, une dernière question, un des thèmes que vous avez très largement développé dans beaucoup de vos ouvrages est celui du démantèlement de la figure institutionnelle, et vous l'avez évoqué dans cet échange. Aujourd'hui, on découvre ce qu'on avait peut-être un peu oublié, c'est que les institutions et l'État sont indispensables
indispensable à la vie collective. Est-ce qu'on arrive au moment où un changement de modèle est incontournable, où vous avez évoqué la difficulté des personnes à se reconnaître dedans quand ils étaient victimes ou sont victimes d'inégalités. Qu'est-ce que vous y voyez comme enjeu finalement? Je ne veux pas répondre en général sur les institutions, parce qu'on ne peut pas parler à la fois de la constitution de Oui. la Ve République, de l'organisation du territoire, etc. Moi, je m'étais intéressé à l'école. Et j'avais fait cette analyse qui était historique, mais aussi sociologique. Il y avait pas mal d'enquêtes sur la transformation de l'école en France. Au fond, l'école en France, c'était une institution qui fonctionnait un peu, l'école républicaine, qui fonctionnait un peu comme une église. C'est-à-dire que l'école était un sanctuaire, elle avait une autorité morale et elle avait une sorte de monopole de l'autorité de l'accès à la culture. Donc, c'était une école extrêmement inégalitaire, mais qui avait un fort projet éducatif. L'école, c'était le truc qui vous faisait des Français. Bon, voilà. Alors, d'une manière sur laquelle j'ai aucune nostalgie, prof autoritaire, séparation des filles et des garçons, des murs, etc. Mais ça fonctionnait un peu comme un couvent, enfin, d'une certaine façon, cette école-là. C'est une école de pure reproduction des inégalités. C'était pas le problème. D'ailleurs, on verse toujours des torrents de larmes sur Jules Ferry. Jules Ferry, la question de l'égalité des chances à l'école, ça ne lui a jamais traversé l'esprit. Il est là pour faire des Français républicains, parce que l'Église fait des Français cathos, et que c'est plus possible. Donc c'est ça le projet de l'école. À partir des années 80, 70-80, de la massification, l'école change complètement de nature et elle devient une sorte de quasi-marché. Je veux dire, vous entrez dans l'école principalement pour y obtenir des diplômes, des qualifications, etc., etc. Parce que tout le monde y va, parce que c'est très compétitif, et donc vous avez un idéal scolaire qui est l'égalité des chances. La bonne école, si vous interrogez n'importe qui, c'est l'école qui fait que tous les enfants auraient les mêmes chances d'y réussir. Bon. Le prix de cette mutation, c'est que je crois que l'école n'a plus de projet éducatif. Je le dis simplement, c'est-à-dire qu'elle n'est plus une institution. On va vous dire, si vous dites l'école a-t-elle un projet éducatif? Oui, on veut des enfants respectueux, des machins, nanani, nanana, mais elle n'a pas de projet éducatif. Et elle en a d'autant moins, ça on l'a encore étudié avec Marie Duru, parce que comme aujourd'hui, n'importe quel ado passe 3 fois plus de temps devant son iPod et son ordinateur que devant les profs, je préfère vous dire que l'influence éducative de l'école est d'une faiblesse extrême. D'ailleurs, quand je travaillais sur les lycées il y a quelques années, ils disaient tous, le bon lycée, c'est celui qui nous fout la paix. C'est-à-dire, les profs nous permettent d'avoir des examens et on mène notre vie d'ado comme on veut. D'où le sondage dont nous parlions tout à l'heure. Le foulard, pourquoi pas? La croix gammée, pourquoi pas? La croix, la kippa, le machin, le néo-punk. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans un espace éducatif. Alors, les conservateurs en France, vous connaissez leur nom, c'est Finkielkraut, c'est Régis Debray, disent il faut revenir à l'école républicaine d'autrefois. Bon, ça c'est la grande nostalgie. On va revenir à l'école de 1950. Évidemment, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'est-ce qu'on va faire des gosses qui n'auront pas de place. Mais voilà. Et je crois que ce n'est pas possible. Mais en revanche, qu'un des grands enjeux pédagogiques aujourd'hui, ça serait de fabriquer des établissements scolaires qui aient suffisamment d'autonomie et de cohésion pour fonctionner comme des communautés éducatives. Je veux dire par là que je ne suis pas hostile aux leçons d'instruction civique, évidemment. Je ne suis pas hostile aux petits topos sur le consentement et le racisme. J'ai des petits-enfants à l'école, je peux vous dire qu'ils ricanent épais là-dessus. Ça les fait rire, parce qu'ils voient bien que ça n'a aucun rapport avec ce qui... Bon, peu importe. Voilà. Donc, la socialisation du citoyen ne passe plus par des leçons. Elle ne peut passer que par une manière de vivre ensemble.
Or, ça suppose que les établissements scolaires français deviennent des communautés éducatives. Ça suppose qu'à l'école, on fasse des choses ensemble, pas simplement suivre des cours. Ça suppose que les équipes d'enseignants soient homogènes et partagent le même engagement là-dessus. Ça suppose qu'on arrête, alors je ne devrais pas dire ça au conseil départemental qui y consacre des sommes folles, mais ça suppose qu'on arrête le périscolaire. Au fond, en France, on fait un truc, on dit je ne touche pas le cœur du réacteur qui est la classe, et je construis du périscolaire en voiture, en voilà, qu'on n'évalue jamais. Et le mot périscolaire est quasiment une insulte lui-même, parce que ça veut dire que ça manque de dignité. Bon. Je crois qu'il faut faire du théâtre dans l'école, qu'il faut faire du sport dans l'école, qu'il faut faire que la tolérance, ce n'est pas des leçons, c'est des manières de vivre dans l'école, etc. Alors, un certain nombre de pays sous-développés y parviennent. La Finlande, la Suède, la Norvège, même l'Angleterre est meilleure que nous là-dessus, ce qui est quand même extraordinaire, le Canada. Ce qui fait qu'en France, on a l'école qui est la plus inégalitaire qui soit par rapport aux inégalités sociales. Les enquêtes PISA, elles répètent ça tous les 4 ans. Voilà. On a l'école dans laquelle les élèves ont la plus faible estime d'eux-mêmes qui soit, en France. Et on continue en disant ça ne marche pas, mais donc il faut continuer à en faire plus. Voilà. Donc je crois que vraiment, là, il faut une rupture pédagogique. Il faut vraiment dire, la priorité, c'est l'école élémentaire, le collège, qui sont des espaces d'éducation, et revenir à ça. Et alors, autrefois, c'était encore possible, parce que les mouvements d'éducation populaire avaient une grande force. Mais aujourd'hui, les mouvements d'éducation populaire sont devenus, je les aime beaucoup, mais ils sont devenus des prestataires de services. Tandis que les trucs, les scouts, les machins, les francas, à Périgueux en particulier, ça... Rue Valdac-Rousseau. Ça vous faisait grandir. Voilà. Donc, je crois que c'est un enjeu essentiel. Et que cet enjeu est beaucoup plus important que de dire il faut que 4 enfants du Mirail accèdent à l'école polytechnique. Ce qui serait formidable. Mais ce qui ne changera ni la situation de l'école polytechnique, ni celle du Mirail. Comprenez ce que je veux dire? Donc, vraiment, la priorité là-dessus, c'est de dire ne nous payons pas de mots et fabriquons. Mais ça suppose évidemment de changer le mode de formation des enseignants, le mode de recrutement des enseignants. Ça suppose d'avoir un calendrier scolaire qui ne soit pas celui qu'on a. Ça suppose une foule de choses. Mais de ce point de vue-là, je crois que si on ne le fait pas, il n'y a aucune raison que l'école ne fonctionne pas purement et simplement comme un marché. Voilà. Et d'ailleurs, grosso modo, c'est ce qu'elle fait. Donc, vraiment, là, il y a une rupture. Et je crois qu'il faudrait un peu de courage. Moi, je souhaiterais qu'il y ait un peu de courage politique là-dessus. Voilà. C'est pas normal. C'est pas normal que l'école soit pas d'abord l'endroit où on grandit. D'ailleurs, ce qu'il y a eu de bien avec le confinement, c'est que les gamins ont beaucoup regretté la fermeture de l'école, pas à cause des cours de maths, qui leur ont peu manqué, mais à cause de la vie. De la vie, des machins, qui est essentielle. C'est un lieu de socialisation. Mais c'est pas du périscolaire. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, voilà. Je corrige un tout petit peu, je me permets, le conseil départemental ne s'investit pas tant que ça dans le périscolaire. Il propose, et c'est effectivement, je ne pense pas que Vincent l'ait précisé tout à l'heure, Vincent Gibert, le parcours laïque et citoyen qui justement permet aux équipes éducatives de s'appuyer sur des projets portés par différents acteurs culturels, associatifs, etc. Voilà, donc
Alors, on me dit en régie qu'on a très largement Dépassé. dépassé le temps et c'est très passionnant. Je voudrais qu'on prenne. Alors, on va être obligé d'être un peu rapide, mais je voudrais qu'on le fasse malgré tout et quand même de prendre aussi le temps de prendre quelques questions. Euh, Juste avant les questions des internautes ou leurs réactions, je voudrais quand même demander à Sarah et Yamina, que j'ai vu tour à tour acquiescer, prendre des notes, etc. D'une part, de réagir auprès de François Dubé à cet échange. Est-ce que, Yamina, vous avez une question particulière que vous souhaiteriez poser à François Dubé, justement? Mais sur l'école, justement, je le rejoins complètement. Nous, on a monté notre projet d'aide aux devoirs. C'est un peu l'école de quartier. C'est porté par les parents. Et ça rejoint exactement ce que dit Monsieur Dubé. Et j'aimerais que vous nous accompagniez sur ce projet et qu'on soit soutenus pour aider les enfants, justement, à s'en sortir. Parce qu'à l'école, nous, on arrive avec des enfants qui sont en 6e, 5e, qui ne savent pas lire. Donc, on travaille autour d'un projet lecture. On a remarqué que les enfants ne savent pas lire. Mais je suis, je vais vous dire, ça me désole. Je suis d'accord avec ce que vous dites. Oui. Ça me désole. Aujourd'hui, quand on parle d'égalité des chances à l'école, vous avez remarqué, si vous lisez les journaux, etc., on vous parle uniquement de l'ENA, de Sciences Po, de Polytechnique, de Normal Sup, en disant il faut que des enfants défavorisés entrent dans ces grandes écoles. Je suis d'accord. Nous, mais on a eu une enquête, je termine. Excusez-moi. On a eu une enquête qui montre qu'un tiers des gamins qui rentrent en 6e ne savent pas véritablement compter. Oui. Ça a fait 3 jours de buzz dans les médias et on n'en parle plus. Je trouve ça horrible. La méthodologie. Nous, on a des élèves de Sciences Po qui viennent justement aider nos enfants et qui croient en notre projet et qui le soutiennent avec les parents et tout ça. Mais c'est vrai que c'est une catastrophe. Moi, on en a pris quelques-uns, mais je me dis, mais comment on va faire ? C'est catastrophique. C'est catastrophique. On a une quarantaine de gamins, on a beaucoup d'enfants qui sont déjà en décrochage en primaire. Donc pour vous, Yamina, la priorité, c'est l'éducation ou l'accompagnement scolaire. Sarah, est-ce que déjà c'est le même constat ou est-ce que... Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Effectivement, je suis d'accord aussi sur certaines choses. La priorité, alors je ne sais pas si c'est la priorité. Nous, je vais parler voilà, aussi de ce qu'on fait par rapport à ce qui a été évoqué, hein, lien social, le vivre ensemble, etc. Il y avait des choses sur lesquelles je nous retrouvais aussi et dans ce qu'on souhaitait par l'accompagnement des personnes. Parce que tout ça, en fait, ça demande du temps. C'est vrai que vous avez reparlé de cette confiance en soi, etc. Et je voudrais vraiment souligner que le fait de pouvoir reprendre confiance en soi, d'être accompagné, de pouvoir vraiment mener à bien des projets, que les personnes s'impliquent, qu'elles participent, faire avec les habitants. Et ça, c'est tout au long de l'année, mais peut-être encore plus en ce moment. Ça demande beaucoup de temps d'accompagnement et tout, et donc beaucoup de moyens. Et en fait, c'est valable pour, voilà, pour ce qui est des questions scolaires, mais c'est valable dans tous les domaines. Donc, je fais un petit peu un propos général pour souligner ça, simplement. Yamina, vous vouliez compléter? Oui, nous, on a formé des parents référents et du coup, c'est les parents qui gèrent, qui ont l'espace pour et qui gèrent tous ces ateliers. Et on répond à toutes ces inégalités et discriminations par une réponse collective. C'est collectivement qu'on va pouvoir régler nos problèmes individuels. Alors, c'est vrai je pense. on est sur la dernière soirée de ces rencontres, troisième édition des rencontres pour l'égalité. On a pris le temps de s'arrêter sur la question de l'antisémitisme, la question de la LGBTQI-phobie, de la question du racisme au travers justement des approches universalistes, de où on l'islamophobie, voit monter beaucoup de voilà, choses. Nous étions hier sur la question de l'égalité femmes-hommes et nous venons de parler de ça. Et finalement, on arrive quand même toujours à cette conclusion, c'est que quand même l'outil numéro un, c'est quand même celui de l'éducation. Je crois pas. La prévention, Vous ne croyez pas, l'éducation, donc. je pense. Donc, Non, je vais laisser non. François Dubé réagir et après on va essayer quand même de prendre quelques Non, questions. je vais vous poser la question, mais je veux dire, bien sûr, l'éducation, c'est très important, mais il faut savoir que là, on est dans
dans un tic français. Dès qu'il y a un problème en France, transphobie, terrorisme, je ne sais pas quoi, tout le monde vous dit c'est à l'école de s'en occuper. Or, je crois que l'école peut faire des choses. Je veux dire, moi, je crois qu'il faut attendre peu de l'école, mais exiger qu'elle le fasse. Or, on attend tout de l'école et on n'en exige rien. Alors, je voudrais juste préciser. Je voudrais, parce que quand vous dites, je suis évidemment pour que les parents, etc., mais enfin, est-ce que vous imaginez que vous auriez un hôpital dans lequel tout le monde se chope des maladies nosocomiales et qu'on construise à côté un hôpital bis pour soigner les maladies nosocomiales qu'on s'est chopées dans l'hôpital 1? Eh bien, c'est un peu ça qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement routinier du monde du travail, de l'école, nanana, qui produit ces désastres, et on construit j'allais dire des usines à gaz, excusez-moi, ce n'est pas des usines à gaz, mais on construit à côté des trucs, alors, qui sont indispensables. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire que la confiance en soi, elle s'acquiert là où on est, au boulot ou à l'école? Et je ne pense pas que l'école peut tout faire. Je peux donner un exemple. Sur l'égalité homme-femme, enfin, moi j'ai étudié ça à l'école. On a créé la mixité, je suis pour. Je suis pour. Le résultat, c'est que comme on ne sait pas quoi en faire, quand vous allez dans n'importe quel collège de France, les garçons et les filles ne s'adressent pas la parole, ne mangent pas à la même table de cantine. Vous avez peut-être vu. Oui, enfin, excusez-moi, c'est vraiment bloc contre bloc. À partir de la 3e, les hormones font qu'ils commencent à s'intéresser à ceux d'en face. Mais jusque-là, c'est bloc contre bloc. Donc, nous avons des principes, mais dans la réalité de la vie normale d'un collège, les garçons et les filles ne s'assoient pas à côté les uns des autres, etc. Et restent dans leur monde. Les garçons, d'ailleurs, deviennent hyper virils et les filles hyper féminines, comme s'ils accentuaient leurs différences au lieu de machin. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut s'intéresser au fonctionnement normal, banal des choses de l'école, vous comprenez? Ouais. Voilà. Enfin, nous, on essaye de créer quand même des espaces de dialogue où on aura les filles et les garçons. Bien sûr. Mais il faut un temps pour les filles seules, garçons seuls, mais on essaye de créer aussi ces espaces où on a... Je ne conteste pas du tout ce que vous faites, comprenez-le bien. Ce que je veux dire, c'est qu'on a fini par considérer qu'on attend toute l'école et qu'on peut rien et qu'on ne peut en attendre aucun changement. Je vais me permettre d'intervenir, si vous permettez, parce que, effectivement, dans ma question, j'ai prononcé éducation, je ne pensais pas forcément à l'école, et je pense que c'est peut-être ce que Sarah et Yamina, qui sont interviennent dans le domaine, on va dire, du socio-culturel, éducatif. Pour moi, effectivement, enfin, dans ma question, c'est pas forcément le seul travail de l'école, bien sûr, d'amener ces valeurs-là, effectivement. C'est, vous avez cité les Francas tout à l'heure, peut-être l'idée de coéducation, de participer, des actions de sensibilisation, des actions éducatives qui ne sont pas forcément à mener dans le domaine scolaire. Enfin, je pense que c'est l'action menée par autant avec que les attitudes, si je puis me permettre de le dire à votre place, parce que le temps file. Voilà, c'est également le sens d'ailleurs du projet des chemins de la République qui est porté par le conseil départemental ou des citoyens que j'évoquais ou etc. Donc c'est pas seulement, j'entends tout à fait, enfin ce que vous dites sur l'école et je le partage, mais dans mon esprit en tout cas c'est pas que le travail de l'école. Oui, d'accord, bien sûr. De mener ça. Non, je comprends. Je me permets de non, mais je comprends parce qu'il y a tellement aussi en France ce réflexe qui fait que dès que vous avez un problème, vous avez un plan scolaire pour le traiter, que vous dites ça finit par être normal que les gosses n'aient pas le temps d'apprendre à lire. L'école ne résoudra pas à elle seule l'antisémitisme, le racisme. C'est comme les dispositifs qui sont mis en place à l'école, devoirs faits ou aide aux devoirs, qui ne servent presque à rien parce que ça touche trop d'enfants avec trop peu de temps et trop peu de personnel.
Alors malheureusement, on arrive vraiment au bout du temps. On va juste prendre, hélas, la question, je suppose qu'il y a des réactions et des questions. On va faire très court puisqu'il faut vraiment qu'on arrive à la conclusion. Donc Hugues, est-ce qu'il y a des Alors réactions beaucoup de réactions, évidemment, ça réagit, et vous l'imaginez bien. Naïma qui réagit pour le compte du conseil départemental et qui rappelle une action qui n'est pas à la périphérie, mais au cœur des collèges, qui sont de sa compétence. Mais le conseil départemental a fait bouger l'éducation nationale, puisqu'il a pris au sérieux les chiffres et les statistiques, et s'est attaché à redistribuer les cartes sur la mixité scolaire dans les collèges de l'agglomération toulousaine. C'est Naïma qui le rappelle. Taïb Cherfi qui nous dit que comparaison n'est pas raison entre France et États-Unis, notamment puisque la promesse n'est pas la même. La promesse française, c'est la fraternité et c'est l'égalité, ce qui n'existe pas du tout aux États-Unis. Christine qui dit que l'intervention de François Dubé est très intéressante, mais qu'il faudrait peut-être se recentrer sur la question qui est le lien crise sanitaire et inégalité depuis un an, avec deux questions pour terminer ce lot. Yves et Linda s'adressent davantage à Sarah Barrière et à Yamina Aïssa Abdi en leur demandant que pourrait-on savoir sur les actions entreprises par ces associations, leurs associations en 2021 et les actions qu'elles auront à faire à venir, comment on peut les aider, comment on peut y participer, comment on peut agir pour changer la donne. Et Yves qui dit qu'il est de plus en plus évident que pour des raisons de profit à court terme, nous avons et nous continuons de démanteler un réseau de liens, de relations et de solidarité sociale pour ne pas les remplacer par d'autres qui seraient constructives. Qu'en est-il selon vous? Et il s'adresse davantage aux deux associations. Alors merci Hugues pour ce retour. Alors je vais demander, il y a des questions finalement pour chacun de vous trois. Donc je vais demander à chacun de vous d'être pas très long si l'on peut, avant de clore ce débat qu'on pourrait continuer pendant des heures effectivement. Donc François Dubé d'abord ou... Oui, mais très rapidement, moi, je vais rendre hommage sans démagogie aucune à l'opération qu'a fait le conseil départemental sur la redéfinition de la carte scolaire dans la bonne ville de Toulouse, que j'avais vu démarrer il y a 3 ans, et qui mérite d'autant plus d'être soulignée qu'elle est réussie, alors que dans la plupart des cas, ça ne marche pas. Dans la plupart des cas, les collèges moyens et chics refusent les, le partage des publics, donc rendre hommage. Ensuite, il ne faut quand même pas caricaturer les gens qui n'ont pas le bon goût d'être français, ils ne sont pas complètement idiots. Sur la comparaison France-États-Unis, c'est d'autres modèles de justice, mais ça ne veut pas dire que c'est des brutes. Voilà, ça veut dire que c'est d'autres modèles de justice. Bon, voilà, c'est tout ce que je voulais dire, mais en tout cas, l'opération qui a consisté à faire qu'on sorte de la ghettoisation extrême de certains établissements scolaires, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'opérations réussies en France de cet acabit. Voilà. Mais ça demande du courage parce qu'en général, quand vous démarrez une opération comme ça, à peu près tout le monde est contre. Voilà. Donc c'est bien. Merci François Dubé. Yamina? Alors nous, les maîtres mots, c'est entraide, solidarité et tout ça, lien social. Nous, ce qu'on a fait en 2020, c'est l'aide aux devoirs, c'est les repas solidaires. Les habitants, les enfants, comme les enfants avaient besoin de sortir, prendre l'air, donc on a développé les randonnées, les week-ends, les tentes, sous les tentes, aussi bien pour les enfants que pour les parents. Le besoin de se retrouver, la nature, et c'est tout ce qu'on a essayé de développer en 2020. 2021, c'est le lien social. Donc, on est en train de former des habitants avec le Taxi Collectif à aller faire du porte-à-porte et à voir comment vont les voisins, comment vont les habitants, parce qu'on en a déjà fait et on s'est rendu compte que beaucoup trop de personnes isolées, des logements pas adaptés, la santé qui va mal et beaucoup de personnes qui vont très mal suite à cette crise Covid. D'accord. Voilà. Merci Yamina. Sarah? Alors, nous, en 2021, qui a démarré déjà, donc on a un projet d'inclusion numérique, j'en ai déjà parlé. On a un projet qui s'appellera Visible pour lutter contre les discriminations aux faciès dans le cadre notamment de l'emploi.
On espère reprendre les bibliothèques vivantes. Il faut absolument aller découvrir ça sur notre site internet, assoavec.org, et sur notre page Facebook et sur Instagram. Voilà, vous retrouverez pour Isar Attitude et avec, pardon de vous interrompre, les liens vers les sites internet super. des deux associations. Super. Donc comme ça, vous pourrez voir encore mieux les actions. On organise, juste pour le dire, un apéro bibliothèque vivante. On va tester aussi la visio, malheureusement encore. Le samedi 13 mars à 19h, dans le cadre de la semaine, on pourrait dire, hein, même de l'année, de lutte pour les droits des femmes. Et donc, vous pourrez nous retrouver à 19h. Donc, pareil, les informations seront sur le site. Puis, on continue, voilà, tous nos projets de lien social, d'aller vers les habitants. Et voilà, pour nous rejoindre et nous aider, vous pouvez voir plus d'infos sur les sites. Merci. Alors avant de me tourner vers nos invités et de les remercier pour cette participation, je voudrais, comme il se doit, d'une part remercier toute l'équipe technique et l'équipe événementielle du conseil départemental de Haute-Garonne qui a fait que ces rencontres pour l'égalité un peu particulières aient pu avoir lieu. Je voudrais remercier également les interprètes langue des signes qui, depuis le début, doublent ce débat pour permettre à tous de pouvoir en profiter. Un petit mot, si vous le permettez, pour l'équipe des Chemins de la République. Hugues Bernard, qui était depuis le début de la semaine sur les questions, mais également Bourad Bengoun, qui est le grand organisateur logistique de cet événement pour les chemins. Et puis, vous remerciez, vous, les spectateurs, de nous avoir suivis. Voilà, vous retrouverez dès la semaine prochaine l'intégrale des débats de ces rencontres en lien sur le site internet du conseil départemental, ainsi que les expositions et la biographie de François Dubé, des liens vers les activités. Donc, je voudrais remercier très chaleureusement Sarah Barrière et Yamina Essaibdi d'avoir accepté d'une part notre invitation. Je suis un peu désolé d'avoir dû raccourcir le temps, voilà, mais c'était passionnant, donc voilà, et on va pouvoir continuer à discuter avec, autant que Isar Attitude sont des partenaires réguliers des Chemins de la République, on se connaît bien, voilà. François Dubé, pour terminer, merci d'avoir accepté notre invitation, d'avoir pris le temps de venir jusqu'à nous. Merci pour vos éclairages et vos interventions passionnantes. Voilà, donc merci encore d'avoir été avec nous et merci à vous et à très bientôt sur les Chemins de la République.